Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Après quelques jours sans compétition, les Dragons ont dompté les Lions de Paris 92 en Ligue Butagaz Énergie et se dirigent tout droit vers la réception de Bistrita en Champions League. Je vais évoquer tout cela au cours de cette émission avec mes chroniqueurs du jour, à commencer par Maxime de Handmetz. Salut Maxime. Salut Mathieu, salut tout le monde. Alors pas de match diffusé cette semaine, on s'est concentré sur les stats, on est un peu rentré dans ton monde là avec le match de Paris. C'est toujours un peu frustrant quand on n'a pas les images, mais on peut essayer de faire quelque chose avec les chiffres. Exactement, et justement on va reparler de ce match prochainement. Et en face, il y a Arthur Carmier de l'Amisport. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. En pleine forme, tu as bien révisé tout ton Metz Handball, on a plusieurs sujets au menu. Effectivement, j'ai révisé mon Metz Handball et aussi mon Bistrita. Alors pour la LV2 roumain, ça va être compliqué, mais j'ai fait un petit peu d'espagnol. Il y a beaucoup d'espagnol dans cette équipe, donc ça pourra peut-être m'aider. C'est vrai, on en parle dans quelques instants. Alors, elle ne pouvait pas être en plateau avec nous, question de gestion d'emploi du temps, mais en fin d'émission, on prendra des nouvelles de Laura Schneider. Si, souvenez-vous, avant on l'appelait Laura Flip, vous verrez ça tout à l'heure. Pour le moment, on passe à l'actu. Et cette semaine, l'actu nous guide dans les pas de l'équipe masculine de Metz Handball qui défiait Folchevillers en Coupe de France. Une équipe avait un petit peu plus d'ambition que l'autre et pour cause, Folchevillers joue dans la poule 1 de National 1, la poule fédérale. Mais l'ordre des choses n'a pas forcément été respecté alors que les hommes de David Motika prenaient le meilleur sur ceux de Christophe Bondan. Score final en faveur de Metz Handball 36-31. Cap sur le tour suivant pour les Cerbères qui affronteront Mulhouse-Rixheim le 7 mars à domicile. L'occasion de passer encore un cap dans cette Coupe de France et pourquoi pas de réitérer la belle histoire qu'on a connue l'année dernière en Coupe de France fédérale. Ce week-end, c'est aussi la reprise de la nationale masculine. Ils se déplaceront à Célestane, au Cerbère, et dans la poule 1, Folchevillers se déplace à Nancy. Après les Interpôles, c'est le repos ce week-end pour la nationale 1 féminine. On retrouvera Metz et Lutz en face à face la semaine prochaine. On en reparlera bien sûr. Pour le moment, c'est l'heure de l'actu des réseaux avec Aymeric Guillaume. Oh, waouh, il s'est passé quoi ici ? On se croirait dans le décor d'un jeu vidéo primé à tous les awards cette année. Quoi, les Dragons jouent à Paris cette semaine ? Ah, je comprends mieux. Bon, avant de reconstruire, on va faire un tour sur les réseaux. On commence par Manon Wett qui continue de profiter de la retraite sportive. Elle a couru les 10 km des Champs-Élysées, ça c'est bien joué. Détour par la Hongrie avec Emma Jacques qui inscrit son 50e but cette saison avec Esztergom. On continue de surveiller les anciennes Messines. Du côté de Metz, il y avait quelques jours de calme. Chloé Valentini en a profité pour revenir aux sources, à Morteau, capitale de la saucisse, s'il vous plaît. Sur les réseaux, on a aperçu les premières images de Catherine Gabriel sous le maillot de Besançon depuis son prêt. Moins de bleu, plus de jaune. Ok, c'est validé. Quelques nouvelles rapides de Claire Cosner à Saint-Amand, ça score et c'est parfait. Et on termine par Paris. Avant la destruction, il y avait pas mal de supporters messins et on a assisté à la minute du supporter à l'extérieur. Bravo. Dernière image pour la route, elle est pour moi celle-là. Lilou Borg et Delia Golvé étaient heureuses de se croiser et ça fait plaisir. Bon, moi je vais commencer à retaper un peu tout ça. Le prochain match, c'est à domicile par contre. Alors on évite de tout casser les Dragons, ok ? Alors on va attendre qu'Aymeric nous reconstruise tout ça effectivement aux arènes, on va éviter de tout casser, mais on va espérer que les Dragons repartent malgré tout avec la victoire. Si vous n'avez pas encore rangé votre agenda après ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, ce week-end il y a aussi les U17 championnats de France de Metz Handball qui affrontent les Pirates de Strasbourg ATH, c'est dimanche 15h au gymnase du Technopole. Allez donc découvrir l'équipe qui jouera la Youth Cup de l'EHF prochainement. Et ce vendredi soir, il y a aussi Sarrebourg qui reprend la compétition en Pro League. On reparlera de leurs résultats la semaine prochaine. Ainsi se clôt l'actu de la semaine, on passe à notre récap. Alors Metz Handball a profité d'un week-end sans compétition. Vous remarquerez que je ne dis pas d'un week-end de repos parce que je connais la boutique, il y a certainement eu des entraînements à droite à gauche, avant de s'atteler sur un déplacement sur le terrain de Paris 92. Maxime, pour ce match, pas de grande surprise, Metz Handball a assez rapidement pris les devants. Oui, en effet. Donc, si on remet un peu de contexte, Paris 92, c'est plus aujourd'hui l'équipe qu'il y avait en 2020. 2021, où on comptait des joueuses exceptionnelles comme Stino Futedal, Sana Solberg, je ne sais plus si c'était avant ou après, Lara Gonzalez, Laura Flip. C'était une équipe. Tamara Horacek est passée par là. Tamara Horacek aussi. C'est une équipe qui avait de grosses ambitions, qui a pu montrer de grosses ambitions. Elle a terminé 3e à la saison 2020-2021. Ouais. Et aujourd'hui, elle continue un petit peu à dégringoler dans le classement. Concernant le match, effectivement, on s'en doute un petit peu que ça allait
aller dans ce sens-là. C'est pas la même dynamique, c'est pas le même rapport de force. Clairement, Metz Handball a imposé directement son jeu avec un +5 infligé à la 6e ou 5e minute. Ouais, j'ai noté 3-0 en 2 minutes, 6-1 en 5 minutes. Ça fait tout de suite score de tennis. Donc, Paris est remonté un petit peu en fin de première mi-temps, jusqu'à -2, je crois, et on a terminé avec un écart de +7, je crois, à la première mi-temps. Ensuite, Metz a mis l'accélérateur et je crois qu'il y a eu le plus gros écart à la 53e minute, un +13. Et là, Paris a complètement coulé. Ouais, c'était difficile pour Paris de revenir après avoir concédé cet écart-là, même si en deuxième mi-temps, il y a une période où elles tiennent quand même un petit peu le score, l'écart ne grossit pas trop, mais c'était quand même compliqué de tenir le rapport de force. Arthur, c'est une équipe Paris qui a débuté la saison avec 5 défaites, forcément. C'est dur de tenir un peu des objectifs quand on démarre la saison de cette manière-là. Il y a eu pas mal de changements ces dernières années dans l'effectif, au niveau du staff. C'est une équipe qui est encore en train de se chercher, j'ai l'impression, et qui n'est pas encore tout à fait en place. Par contre, en janvier, elles ont fait 3 défaites pour un match nul. Ça donne une dynamique déjà un peu plus positive avant de rencontrer forcément le rouleau compresseur de Metz Handball. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, on en parlait en début de saison, aussi bien sur ce plateau que hors antenne, où on voyait vraiment cette équipe limite se battre pour son maintien, parce qu'on sait que ça peut vraiment mal tourner, des saisons comme ça, d'autant que c'est une équipe, Maxime a un petit peu raconté l'historique, qui, ces dernières années, avant de dégringoler, de perdre des places au classement, avait vraiment l'habitude de se battre pour le tableau. Et se battre en bas, c'est pas la même chose que se battre en haut. Sur les matchs couperés, tu n'as pas le droit à l'erreur. Bon, fort heureusement pour Paris 92, la situation s'est quelque peu inversée. L'équipe aujourd'hui est en milieu de tableau, même si ça reste quand même assez fragile. Elle est sur la 9e place actuellement. Ça a été au prix d'une belle série. Est-ce que Paris 92 va réussir à capitaliser sur ce bon début d'année 2026 pour encore grappiller quelques places et voir plus haut? Je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'elles ont quand même réussi à répondre à l'urgence du début de saison. L'effectif s'est un petit peu dessiné, notamment avec Delia Golvé qui, je pense, a de quoi faire et a de quoi s'éclater dans cette équipe avec beaucoup plus de responsabilités que ce qu'elle aurait eu à Metz Handball. Et petit à petit, cette équipe progresse et peut éventuellement essayer de faire mieux que ce qu'elle fait actuellement. Justement, Maxime, Delia Golvé dans le Républicain Lorrain en avant-match évoquait le fait que l'objectif pour Paris 92, c'est pas le maintien, c'est de continuer à jouer pour une place européenne. Actuellement, elles sont 9e, elles ont quand même des individualités assez intéressantes. On a parlé de Delia, mais il y a aussi Kourakente notamment, des joueuses comme ça qui peuvent apporter quelque chose au collectif. Est-ce que tu penses que c'est possible pour Paris 92 d'accrocher une place européenne? C'est quand même très disputé là. Oui, notamment avec la Gida Dijon et puis Besançon qui font quand même une belle saison, notamment Dijon. J'ai un peu de mal à croire que Paris a les armes pour le moment pour affronter justement des équipes qui visent l'Europe, en tout cas, qui sont dans cette partie de tableau. On va le voir après, le classement, il est extrêmement dense à ce niveau-là et Paris accuse quand même un tout petit retard. Oui, clairement. Ça va être délicat, je pense, pour Paris. Qu'est-ce que tu en penses, toi Arthur, de cette situation d'aller chercher l'Europe? Aller chercher peut-être une place intéressante au classement dans la première partie, ce serait peut-être une bonne chose pour ce collectif-là. Peut-être amorcer d'autres choses. Mais l'Europe, cette saison, ça va être dur. En tout cas, elle a raison d'y penser, Delia Golvé. C'est en insufflant, justement, même si c'est peut-être un petit peu démesuré à l'heure actuelle, ces ambitions qu'on va essayer de taper le plus haut possible pour Paris 92. Je pense qu'elles partent de trop loin. Il y a d'autres équipes que Maxime a citées. Il y a aussi l'OGC Nice qui est bien structuré, qui a aussi, j'ai envie de dire, un peu moins de points que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison. C'est vrai que Nice avait démarré fort et un petit peu retombé là ces dernières semaines. On peut quand même s'attendre à parce que tout peut arriver sur une fin de saison comme ça. On sait que Paris 92 a fait cette série au mois de janvier et est-ce qu'elles vont être capables? Parce que hors Brest et Metz, je pense que cette équipe peut battre tout le monde. Donc pourquoi pas rêver, mais il me semble que Paris part d'un peu loin. Revenons au match quelques instants justement contre Metz Handball. Encore une fois, il n'a pas été diffusé, donc on peut faire que des suppositions basées sur les stats et sur les scores. Mais Metz Handball s'est encore pas mal reposé sur Sarah Bouktit, 7 buts.
Et surtout sur Lucie Granier, 9 buts et 60 minutes jouées. Elle nous disait la semaine dernière que sur ce plateau, elle est là pour jouer, pour avoir du temps de jeu et qu'elle apprécie ça, mais que malgré tout, il y a quand même cette petite notion de fatigue accumulée qui peut peser sur le long terme. 60 minutes, aucune alternative sur la feuille de match. Est-ce que toi, ça t'inquiète, Maxime ? Ouais, c'est un problème assez récurrent ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est un problème de compatibilité avec l'agenda de la N1 ? Je ne sais pas. Après, voilà, cette semaine, c'était les Interpol pour la N1, donc elles n'avaient pas de match, elles n'avaient rien de spécial. Voilà, pourquoi ne pas l'avoir emmené avec ? J'ai un peu de mal à... Je ne sais pas, c'est les choix de Manu de toute façon là-dessus. Après, en championnat, se pose la feuille de match n'est pas extensible, donc la question c'est toujours qui est-ce qu'on retire à la place de, etc. C'est toujours un peu... Ceci dit, on a quand même 3 demi-centres, 3 arrières droites. Je pense qu'il y a moyen de faire de la place pour une ailière. Bon, je ne suis pas Manu, donc... Éventuellement, si jamais Lucie Granier est la seule à son poste sur une feuille de match, on peut imaginer sur des phases de jeu la protéger, la sortir en défense. Mais c'est aussi compliqué parce qu'on se prive de son jeu rapide si on la sort pour les phases défensives. L'équation, elle est complexe et on n'imagine pas Lucie Granier aujourd'hui... en attendant le retour de Manon Errard qu'on attend avec impatience justement. Apparemment, elle a plus qu'amorcé son retour, elle est quand même déjà bien lancée là, donc ça devrait plus trop tarder. On n'imagine pas Lucie Granier jouer moins de 3 quarts d'heure par match. 1 heure, c'est énorme. J'espère que Metz Handball va réussir à se qualifier directement pour les quarts de finale de Ligue des Champions parce que ça va potentiellement lui faire du bien de souffler un peu. Elle est pas mal sollicitée, elle le disait la semaine dernière sur ce plateau. Ça va lui faire du bien, je pense, de lever un peu le pied, de se reconstruire, si je puis dire, des petits moments de récupération parce que Metz Handball aura besoin de Lucie Granier sur la fin de saison. Et on néglige parfois un peu le poids des petites blessures aussi qu'on peut avoir, peut-être blessures musculaires, petits chocs, etc., qui peuvent s'accumuler sur une saison. Avoir un tout petit peu plus de repos, ça peut aider. Elle nous disait aussi quand même que le staff était pas mal à l'écoute sur les phases de repos, donc là-dessus, on peut aussi faire confiance à ce qui se passe en interne. En tout cas, à la fin de ce match entre Paris 92 et Metz Handball, ça donne une victoire nette pour les Dragons, 36-24. Ça lance plutôt bien la phase retour du championnat. On va jeter un œil au classement immédiatement. Vous connaissez la chanson, Brest est devant, Metz est derrière. Et si on regarde un petit peu plus loin, c'est ce qu'on évoquait avec Maxime à l'instant. Besançon s'est relancé face à Stella, mais Chambray a gardé sa dynamique face à Strasbourg, tout comme Saint-Amand contre Plan-de-Cuq. Ce sont des points qu'il fallait absolument prendre et ça donne une sacrée densité de la 3e à la 8e place. Et justement, mercredi, les Dragons recevront Toulon et il y aura des joutes importantes à Brest avec la réception de Dijon. Pourquoi pas une petite surprise de la JDA, ou encore à Plan-de-Cuq avec la réception de Chambray, ou encore le match entre Saint-Amand et Besançon. Il y a des matchs là qui vont nous permettre de décanter un tout petit peu plus le championnat, de voir plus clair dans cette lutte pour les places européennes, pour le top 3, etc. etc. Mais d'ici là, il y a une autre échéance pour les Dragons, c'est la réception du Gloria Bistrita en Champions League. À l'aller, il y avait eu un bras de fer de 50 minutes et Metz Handball avait réussi à capitaliser dans le Money Time pour valider un +7. Une bonne occasion aussi de mesurer le chemin parcouru, ce match retour aux arènes de Metz avec, là on écarte le déplacement parfois un petit peu compliqué pour aller jusqu'à Bistrita. Les Dragons seront en pleine possession de leurs moyens, on pourra voir un petit peu les efforts qui ont été faits depuis. Oui, si on remet dans le contexte, le match arrive en début de saison, je crois vers fin septembre. On ne sait pas trop où on se positionne. Bistrita non plus d'ailleurs, j'imagine. Certainement. Donc les équipes depuis ont fait leur chemin. C'est un match capital, notamment pour la course à la 2e place pour Metz. Ceci dit, il ne faut pas croire que Bistrita va laisser cette place à Metz, sachant que s'ils perdent, il me semble qu'ils ne pourront pas accéder à cette place. Non, si Bistrita perd ce match, elles sont totalement écartées de la course à la 2e place. Et ça avantagerait Esbjerg qui essaye de verrouiller sa 3e, on va y revenir. Oui, notamment que Esbjerg, actuellement, Metz a un joker. Ouais. Donc, vaut mieux ne pas le griller pour le moment, ça serait bien. Ce serait un peu dommage. Surtout ne pas le griller tout court, ce serait encore mieux. Voilà. Sachant que, si je ne me trompe pas, Esbjerg doit aussi encore affronter Győr et puis Metz Handball. Ce qui, en soi, va être une petite finale aussi, ce match entre Metz Handball et Esbjerg. Forcément, il y a une petite histoire qui s'est créée avec cette équipe au fil des années, au fil des Final Four surtout. Donc, on sera ravis de voir ce match aux arènes. Restons sur Bistrita un instant, Arthur. Elle a une petite saveur hispanique, cette équipe, notamment avec le coach Carlos Viver, avec 5 Espagnols dans l'effectif, dont la serial buteuse Danila Delgado Pinto, 64 réalisations à son actif, elle est dans le top des buteuses de Ligue des Champions. Il va falloir verrouiller
verrouiller cette ailière gauche dans le match aux arènes. Ouais, donc face à face avec Lucie Granier qui, elle aussi, je pense, aura son mot à dire dans ce match-up. Bistrita, c'est une équipe qui ressemble un petit peu à Metz Handball, avec des profils assurément moins excellents, si je puis dire, moins de joueuses de classe mondiale par rapport, par exemple, à une Sarah Bouktit qui fait partie des meilleures à son poste. Mais ça reste une équipe solide, elle n'est pas à cette 4e place pour rien. Il ne faut pas négliger une équipe bien huilée, ça peut quand même rivaliser avec des stars. Il y a aussi ces dynamiques-là qui peuvent parfois créer des surprises. C'est un collectif un peu sous-estimé. Avant la saison, on avait des discussions par rapport à cette équipe-là, par rapport à Storhamar, des équipes un petit peu sous-cotées, qu'on connaît un petit peu moins que forcément les grosses cylindrées qu'on a l'habitude de voir en quart de finale ou alors au Final Four. Mais on constate que cette équipe-là, elle fait une campagne de Ligue des Champions qui est quand même plus qu'honorable. Si elle est aujourd'hui au coude à coude avec Esbjerg, c'est pas anodin du tout. Mais cette équipe, j'ai envie de dire, est-ce qu'elle va réussir à battre Metz Handball en faisant du Bistrita qui se rapproche du jeu de Metz Handball? C'est compliqué. Mais si on se souvient, le match aller n'avait pas été simple. Même s'il y a un +7, ça a mis longtemps à se décanté vraiment dans les dernières minutes du match. Et lors de précédents affrontements, c'était pas cette saison, mais c'était auparavant, Metz Handball avait eu aussi beaucoup de mal, même à domicile, à contrecarrer les plans de cette équipe-là. Donc, va falloir être vigilant. Je pense que Metz Handball s'est un petit peu remis la tête à l'endroit après ses revers contre Győr et à Brest. Une victoire compliquée contre Storhamar. Je pense que les Dragons sont dans de meilleures dispositions pour aborder ce match. Et tant mieux qu'il arrive maintenant au final. Ce sera peut-être moins piège qu'il n'y paraît. Mais attention quand même, parce que Metz Handball a tout à perdre et Bistrita a tout à gagner. Oui, on n'ira pas jusqu'à qualifier ce match de match piège avec un gros point d'attention, mais ça reste un match où il faut un match de Ligue des Champions. Il faut être vigilant, c'est un match de Ligue des Champions. Emmanuel Maïnan nous dirait que tous les matchs de Ligue des Champions sont extrêmement importants et qu'il faut les prendre avec le sérieux nécessaire. Mais ça, je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez l'histoire. Je vous propose, pour y voir un petit peu plus clair, de regarder le classement de cette Champions League. Donc après ce match, il ne restera plus que 2 rencontres en phase de poule. En cas de victoire, on l'a dit, Bistrita serait hors jeu définitivement pour le top 2. Actuellement, ça ne tient vraiment qu'à un fil en réalité. Il resterait donc Esbjerg à écarter. Et cette semaine, en interview avec l'EHF, Thomas Axner a évoqué sa volonté de verrouiller le top 3 et a déjà ouvert la porte à une participation au play-off avec un tirage favorable. Question naïve, Maxime, mais est-ce que c'est déjà fait pour Metz Handball? Esbjerg a l'air de jeter l'éponge. C'est si facile que ça? C'est assez étonnant qu'un coach dise bon, on ne va pas viser la 2e place. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou est-ce qu'il est... est-ce que il a décidé que ça serait comme ça? Je ne sais pas. Ouais, la déclaration est un peu surprenante. Alors, je pense qu'il parlait surtout du match de ce week-end où il veut s'assurer de rester dans le top 3, etc. Mais il laisse quand même entendre qu'il est prêt à jouer les playoffs. Bon, il y a quand même encore une opportunité de jouer le top 2. C'est assez surprenant venant d'un coach. Tu bluffes, Martoni. Oui, il y a un peu de ça. Je ne sais pas s'il a dit la même chose à sa fille, Tira, par message. Non, c'est très clairement. Ce sera dans le match dans quelques semaines, ça. C'est très clairement un coup de communication pour mettre la pression sur Metz Handball qui, comme par hasard, joue contre une équipe du top 4 de la poule. Donc il ne faut absolument pas le prendre au mot, notre ami Thomas Axner. C'est bien évidemment que sa team Esbjerg, malgré quelques blessés, va, si elle est encore en position d'obtenir cette 2e place, va venir à Metz pour essayer de s'emparer du gros lot. Forcément, alors je l'ai dit, ce match entre Metz et Esbjerg, il va être savoureux à bien des niveaux, notamment sur cette rivalité Axner qu'on surveillera de très près, avec Tira qui est plutôt en forme en ce moment et son père qui a peut-être essuyé quelques petits revers avec sa sélection nationale et qui a envie de mettre les bouchées doubles avec son club. C'est peut-être pour ça, Mathieu, qui serait ravi d'avoir une 3e place. Il a eu des soucis avec le podium, avec la sélection. C'est vrai, mais là, il n'y a pas de podium. Si on a la 3e place en phase de poule, il y a encore un peu de chemin à franchir. Bon, en tout cas, il restera quand même Dortmund et Esbjerg à jouer pour s'offrir plus de confort du côté de Metz Handball et vraiment valider cette 2e place, parce que la première, elle semble assez difficile à atteindre avec Győr qui
peut encore avoir un faux pas à un moment ou à un autre. Il y en a eu un il y a quelques semaines, mais on va quand même continuer à viser cette deuxième place ici du côté de Metz. Ça permettra de regarder les playoffs depuis la maison, tranquillement, au chaud, avant de passer aux quarts de finale qui peuvent être aussi très, très rudes. Je vous propose pour le moment qu'on passe au temps mort. Et c'est une nouvelle qui a beaucoup tourné sur les réseaux, qui va animer notre temps mort cette semaine. Anna Gross a annoncé prendre sa retraite sportive à la fin de la saison. Actuellement pensionnaire du Brest-Bretagne Handball, la Slovène a connu une carrière assez riche entre Krim, Győr, Thüringer, Brest, le CSKA Moscou. Et puis des allers-retours aussi entre ces clubs. Elle est passée plusieurs fois dans certains. En ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse, c'est un passage à Metz Handball entre 2014 et 2018. Maxime, quelle est ta réaction à cette annonce de fin de carrière? C'est quand même une joueuse qui a un petit peu pesé dans le handball mondial et même dans le handball français ces dernières années. Déjà assez étonnée puisqu'elle est sous contrat encore jusqu'en 2027 avec Brest. J'imagine que ces dernières blessures ont un peu pesé sur sa décision. Plus l'âge passe, plus les blessures empêchent de revenir dans des bonnes conditions, ça tire de plus en plus, ça doit être un peu compliqué. Du coup, c'est quand même une joueuse qui est restée assez longtemps au championnat français. J'ai compté 8 années et demie. Puisqu'elle est arrivée en début 2014 à Metz en tant que joker médical de, je vais essayer, Svetlana Ognjenović. Je n'arriverai pas. Merci. C'est un nom facile. Même si on la connaît depuis des années, c'est toujours aussi difficile à dire. Effectivement. Et j'ai fait mes petites recherches statistiques qui m'ont pris quand même pas mal de temps. On arrive quand même à 1017 buts pour 166 matchs sous le maillot jaune et bleu. Elle fait partie du club des 1000, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines avec Sarah Boutin. J'avais pas la stat, donc j'ai fait un peu mes recherches. On est à peu près à ça. C'est pour ça qu'on t'invite, Maxime. Je pensais que tu vas nous trouver des trucs que personne d'autre ne trouvera. Si on peut dire après sur son passage à Metz, elle a été meilleure buteuse dans toutes les saisons complètes qu'elle a faites à Metz. Donc ça parle quand même déjà de... T'as le nombre de stops défensifs? J'irai pas jusque-là. C'était déjà assez compliqué pour les buts. Je suis taquin parce que elle est quand même beaucoup plus connue pour ses offensives que pour ses coups de stop en défense, même si elle en a fait. Mais elle a beaucoup été utilisée en attaque. Arthur, Maxime le disait, elle a passé du temps dans le championnat de France. Elle l'a peut-être aidé un petit peu aussi à le mettre sur la carte dans une période où il était sous-coté. Elle fait partie de ces stars étrangères qui sont venues et qui ont mis un petit peu de lumière. Mais quelle est la place d'Anna Gross dans l'histoire récente de Metz Handball? Question épineuse. C'est bien que tu dises récente parce que c'est très dur de... En 60 ans d'histoire, c'est dur de jauger. Par contre, sur l'histoire récente... C'est très dur de comparer, déjà ne serait-ce qu'avec des gardiennes ou des pivots ou des joueuses au registre exclusivement défensif. Parce que Anna Gross, c'est une attaquante. On a vu ta petite boutade sur ses stops défensifs. On a la chance de commenter et de regarder un sport où les joueuses qui sont moins à l'aise en défense, on peut soit les sortir, soit un petit peu les cacher. Anna Gross, ça reste déjà d'un point de vue purement sportif. Je ne saurais pas faire de classement, mais c'est une des toutes meilleures buteuses, un des plus beaux bras qu'on a vu à Metz Handball. Surtout quand on est gauchère, c'est très recherché. Perle rare un petit peu d'avoir une gauchère avec un bras qui est aussi efficace que ça. C'est une joueuse qui, quand elle se levait du bon pied le matin, elle pouvait mettre 10 buts et changer le sort du match en attaque à elle toute seule. Maintenant, je pense que ça a changé depuis, mais quand elle est partie à Brest, ça a été dans l'imaginaire collectif des supporters la joueuse qui a un petit peu ouvert la boîte de Pandore des départs de Metz à Brest. Quand Brest... En réalité, c'était pas la première. C'était pas la première, mais ça a été une des plus marquantes. Parce qu'elle a été notamment accompagnée par Svetlana Poplazic aussi, je crois que c'était sur la même année. Mais bon, soit dit en passant, assurément, je pense qu'elle fait partie des... Alors là encore, les gens feront leur classement eux-mêmes, peut-être parmi les 20 meilleures joueuses de l'histoire de ce club. Et il y en a énormément, je pense, des joueuses comme cela. Et le fait qu'elle ait remporté cette Ligue des Champions avec Győr, évidemment, c'est hors Metz Handball, là, ça vient récompenser toute sa carrière, d'une certaine manière, tout ce qu'elle a pu apporter dans tous les clubs où elle est passée. Et c'est
encore une fois, c'est super compliqué de faire des comparaisons, mais elle a quand même assurément une place très très importante dans l'histoire de ce club, en tout cas dans l'histoire récente. Alors vous avez vu passer un petit peu quelques-uns de ses accomplissements dans la vidéo qui a été diffusée. On peut saluer le travail qui a été fait par le Brest-Bretagne Handball aussi pour mettre en image et illustrer cette carrière assez importante. Du côté de Metz, elle a remporté 4 championnats de France, 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Elle en a remporté d'autres à droite, à gauche. Maxime, toi, quelle place tu lui donnes dans l'histoire récente de Metz Handball ? Dans l'histoire récente Comme disait Arthur, c'est plus une joueuse d'attaque, je l'appellerais l'artilleuse en fait, parce que c'est vraiment un bras, on a cette image d'Anna Gross, c'est un bras quoi. Elle rentre sur le terrain, elle lance son bras, elle lance le ballon. Oui, parce que le bras reste en place en vrai. Et ça peut surprendre chez vous. Hein. Très souvent ça fait but. Et bien souvent, oui, effectivement, ça fait but. Hein. Des matchs à plus de 10 buts, elle en a fait un paquet de ce que j'ai pu noter en tout cas sur mes stats. Voilà. Et ce qui montre à quel point elle était exceptionnelle quand elle portait le maillot de Metz Handball, c'est que depuis son départ, il n'y a pas eu, en tout cas sur les postes arrière, il n'y a pas eu, je pense, pareille buteuse qu'elle. Christina Jorgensen pourrait peut-être suivre cette destinée, mais c'est pas du tout le même jeu. C'est une demi-centre, elle est plus passeuse, même si elle marque beaucoup aussi. En l'occurrence, il y a Sarah Bouktit avec ses plus de 1000 buts aussi, qui forcément montre la voie, mais c'est un poste de pivot qui est très différent sur le poste d'arrière. Avoir une scoreuse comme ça, peut-être qu'on espérait avoir ce résultat avec Emma Jacques à un moment donné, ça s'est pas passé exactement comme prévu des deux côtés. Mais Et pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas vu la carrière d'Anna Gross, et qui ont vu Emma Jacques, bien évidemment aucune comparaison, mais si ils ont pu être impressionnés par la puissance que dégageait une joueuse comme Emma Jacques, il y en a eu d'autres aussi qui sont passés par Metz Handball dans ce registre-là, mais un tel niveau d'excellence que celui, l'illustration en image que celui affiché par Anna Gross, c'est ultra rare. Alors forcément, on retiendra son passage. Elle a peut-être aussi été présente à Metz Handball dans une période où le club était en train de se développer vraiment, d'avoir plus d'aspirations européennes et un peu plus de l'avant. Elle est là de 2014 à 2018. Peut-être que si Metz Handball fait un Final Four et se développe à ce point-là en 2019, c'est aussi parce qu'il y a eu le passage de joueuses comme ça qui ont un peu ouvert la voie, peut-être débloqué des situations et permis peut-être d'attirer d'autres profils dans le club en se disant si Metz Handball joue avec ce genre de joueuses-là, ça peut avancer. Alors elle n'a pas été seule, elle était dans un effectif qui était incroyable, avec des joueuses qui sont aujourd'hui connues de manière internationale et je pense notamment à des joueuses comme Grace Zadi ou des choses comme ça qui ont pu évoluer et qui étaient très jeunes à l'époque. Mais elle a peut-être aussi ouvert un petit peu cette voie-là. Mais comme vous l'avez dit, on regrettera peut-être un petit peu aussi ce côté attaque. Et moi, pas tant que ça au final. Personnellement, j'ai tendance à préférer les joueuses qui sont un petit peu plus complètes et qui offrent des alternatives et qui permettent à des coachs de faire des choix plus stratégiques et pas dans le changement attaque-défense systématique, etc. J'ai parfois eu un petit peu ce souci-là avec le jeu d'Anna Gross, surtout depuis qu'elle ne joue plus à Metz Handball et qu'on la voit parfois contre nous, ce truc de rentrer en attaque, envoyer le bras, ressortir. Bon, c'est pas forcément du très beau handball comme on a envie de le voir, mais ça, c'est peut-être parce que je suis un peu romantique du sport, du beau sport à la télévision. Je pense que tu as encore la douleur de la saison blanche de Metz Handball face à Brest où Anna Gross, ça fait partie de ces joueuses qui ont vraiment fait le plus mal à Metz Handball, avec Cléopâtre Darleux, avec Sandra Toft, des joueuses qui, dans leur style caractéristique, sont vraiment quasiment imbattables à leur poste, quoi. Rappelons-le, cette fameuse saison blanche de Metz Handball, ce sont les seuls trophées qu'a réussi à avoir Anna Gross sur le territoire français, depuis qu'elle a quitté Metz justement. Donc on peut le digérer. Effectivement. On le digérera jamais vraiment. Puis comme dirait le président Weisman, Brest en prend un tous les 5 ans, donc on peut leur laisser volontiers. En tout cas, son annonce de départ, elle a été saluée par pas mal de monde. Grace Zadi, Bruna De Paola, Cléopâtre Darleux, Béatrice Edwige, Xenia Smith, Sivana Kapitanovic, Laura Gloser, Elisabeth Omoregui, Nadine Soesi-Schatzel et tant d'autres. Ça aussi, c'est la marque de quand une joueuse qui a marqué un petit peu son époque quitte le handball et prend sa retraite. Voir ces noms-là qui viennent la saluer et dire à quel point elle pense du bien de sa carrière et en tout cas d'avoir pu croiser son chemin, ça donne quand même un petit indice sur le fait que la joueuse a été importante. Dommage pour elle, Metz Handball se dresse entre elle et ses potentiels derniers trophées. C'est la vie, on fera le bilan en fin de saison. On lui souhaite de ne pas en avoir trop non plus. Pour le moment, c'est l'heure du tête-à-tête.
Le 1er mai dernier, Metz Handball annonçait l'absence de Laura Philippe, enceinte de jumeaux pour un long moment. Quelques jours plus tôt, elle jouait un quart de finale décisif face à Brest en Champions League, synonyme de qualification au Final Four et de grande émotion. 9 mois plus tard, beaucoup de choses ont changé. Marielle se fait désormais appeler Schneider et maman de 2 enfants, elle a repris l'entraînement pour amorcer son retour vers les terrains. J'ai pu échanger avec elle cette semaine, mais avant de vous offrir l'entretien sur un plateau, je vous propose de palabrer quelques instants. Maxime, beaucoup de personnes ont pu dire que si Laura Philippe et Chloé Vantini avaient été présentes au Final Four de l'année dernière, le résultat aurait été tout autre. Est-ce que toi, tu cèdes à ce genre de considération ? Parce que qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, cette phrase ? Ouais, non, j'aime pas du tout cette idée de... Enfin, je veux dire, c'est leur vie. À aucun moment, on a le droit d'interférer. Voilà. Ceci dit, avec des si, on coupe du bois. C'est vrai. Pour moi, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il faut passer un petit peu à autre chose et voir en l'avenir, quoi. Et même sans juger de le fait qu'elle soit tombée enceinte à ce moment-là et de leur vie de femme, etc. Machin. Juste se dire si une joueuse avait été présente, si une joueuse n'avait pas été blessée, ou si, je suis pas sûr que l'équipe aurait forcément performé différemment. C'est comme le principe de si Axner était rentré en jeu, vu qu'elle n'a pas joué du match. C'est encore une fois, voilà, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans un match. Et puis ça se trouve, elle se serait peut-être blessée, on ne sait pas. Et si Cléopâtre Darleux était rentrée en demi-finale des derniers Final Four, c'était sorti, c'était blessé. Oui, si toutes les joueuses de cœur s'étaient blessées, c'est sûr que ça passait aussi. Ça reste factuel quand même. Quand on a 2 joueuses comme ça, exceptionnelles, dans la forme, j'ai envie de dire, dans la plénitude de leur handball, surtout Chloé Valentini, qui était quand même parmi, et qui le redeviendra sans aucun doute, qui était parmi les meilleures joueuses à son poste. Et une joueuse comme Laura Philippe à l'époque, oui. qui on peut encore dire les deux, elle nous en voudra pas. Qui a fait une partie, je me souviens, c'était peut-être son meilleur match de la saison, peut-être qu'elle était galvanisée par justement les émotions, parce que évidemment elle l'a su avant tout le monde. Bien sûr. Elle était sans doute. Et puis elle n'a pas annoncé sa grossesse au jour 1 de la grossesse, il y a eu un petit peu de temps entre. Elle était dans un, comment dire, dans une forme assez remarquable lors de ce... Il me semble que c'était le retour contre Brest où elle, pour reprendre l'expression de Maxime, elle a envoyé justement du bois en défense et c'est ça qu'on attendait de cette joueuse quand elle est revenue à Metz Handball. Maintenant, effectivement, il faudra être patient quand on pour la revoir sur les terrains. Mais effectivement, ça aurait pu changer la donne, mais là encore... C'est du purement factuel et personne ne leur en voudra le sport fiction. Effectivement, et personne ne leur en voudra, à moins d'être un petit peu, un petit peu fou, personne ne leur en voudra de mener leur projet de vie personnel parce que c'est. Je pense que personne ne leur en a vraiment voulu à ce moment-là non plus, à part quelques uluberlus. Quelques hérétiques. On en trouve toujours quelques-uns sur les réseaux sociaux qui ont des idées un peu étranges comme ça. Arthur, je reste avec toi. Cette semaine, le HF, dans une publication, est venu saluer l'implication de plusieurs clubs, notamment Győr et Metz, sur l'accompagnement des grossesses, maintien de salaire, maintien d'avantages, voiture, logement, accompagnement avec kiné, prépa physique. C'est quand même une excellente chose d'avoir en France, à Metz, pour ce qui nous concerne, un club qui est aussi impliqué dans l'accompagnement des femmes dans ce domaine-là. Metz, c'est précurseur dans le sport collectif, dans le handball. On se souvient de Nina Canto. Ouais. C'était il y a très longtemps. Maintenant, vu que son fiston est assez grand pour défendre les couleurs de l'équipe de France chez les jeunes. Il y a eu Laura Gloser aussi, effectivement, un petit peu plus tard. Ouais. Il y a eu beaucoup de joueuses qui ont pu vivre cette expérience d'humanité totale à travers le sport et à travers la structure de Metz Handball. Tu fais bien de parler de Győr aussi, c'est aussi intéressant. On voit pas mal circuler les vidéos d'Estelle Nzemiko sur les réseaux sociaux qui partagent ses entraînements. Elle fait un sacré travail autour de ça, sur la pédagogie aussi, de la manière dont elle vit le sport, et là en l'occurrence sa grossesse. C'est bien évidemment pas un cas isolé parce que Chloé Valentini et Laura Schneider ont aussi eu cet entraînement jusqu'au dernier moment presque, j'ai envie de dire, pendant leur grossesse, avec un gros travail aussi du préparateur physique Samuel Breton, pour essayer de revenir le plus tôt possible et rester en forme le plus longtemps possible, parce que bien évidemment c'est pas anodin du tout et ça nécessite une maîtrise totale des exercices à accomplir et une connaissance vraiment surdéveloppée de
ces méthodes d'entraînement. Mais en tout cas, c'est vraiment excellent que des clubs comme ça se positionnent en précurseur. On a envie de dire que ça devrait être partout pareil, même si on devine parfois que c'est compliqué dans certaines formations parce qu'on n'a peut-être pas encore cette mentalité partout. Maxime, on a pu voir les images justement du retour à l'entraînement de Laura avec Samuel Breton, le préparateur physique de Metz Handball. Quand on voit le travail qui a été effectué juste avant ça avec Chloé Vantini pour son retour sur le terrain, qui est plutôt couronné de succès, même si elle est encore en train de chercher aussi son rythme, on peut se dire qu'en laissant le temps nécessaire, parce que forcément il faut laisser le temps aussi, le retour de Laura Flip devrait être assez efficace lui aussi. On a, j'ai l'impression, un savoir-faire désormais à Metz Handball pour ces choses-là. Tout d'abord, je suis déjà assez admiratif et j'ai beaucoup de respect pour ces deux joueuses qui ont donné tout jusqu'à leur accouchement et qui, quelques mois après, ont repris l'entraînement. Je veux dire, c'est quand même exceptionnel. Il faut quand même le souligner que c'est des femmes. Elles ont tout un... Comment dire ? Tout un un temps propre à chacune pour revenir. Une vie en parallèle du handball aussi. Voilà, et qu'elle continue à donner le maximum pour être toujours au top niveau, c'est quand même super. Enfin, j'ai beaucoup de respect. Ouais. Voilà. Je pense qu'on le partage un petit peu tous. Si je puis ajouter aussi, Maxime et Mathieu, sans aller dans des considérations de sportifs de haut niveau, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la pratique du sport, de manière plus douce naturellement que ce que peuvent faire des athlètes de haut niveau, c'est aussi bénéfique pour la femme enceinte et son futur bébé. Donc effectivement, même dans la société, le rapport du sport et de la grossesse est aussi en train d'évoluer, et c'est très bien pour des raisons de santé publique. Et un des points d'ailleurs qui était soulevé par le HF, je reviens sur cet article-là, c'était aussi le fait que une joueuse qui a un projet d'avoir un enfant à Metz Handball, au niveau contractuel, Metz Handball s'arrange aussi pour qu'il y ait une année, quoi qu'il arrive, après la grossesse de contrat, de manière à ce que la joueuse puisse revenir dans de bonnes conditions et ne se pose pas la question de retrouver son emploi ou de retrouver un autre emploi par la suite, ce qui même dans la société n'est pas toujours une garantie. Certaines femmes sont parfois mises au placard, etc. Et là, en l'occurrence, Metz Handball, c'est assez verrouillé de ce côté-là et c'est une chose qu'on peut saluer. Je vous propose qu'on en discute tout simplement avec la principale intéressée. Je vous remercie déjà, messieurs, d'avoir été présents dans cette émission. Et on va y voir un petit peu ce que Laura Flip, Laura Schneider, désormais, a à nous raconter sur ce retour à la compétition. Si vous nous regardez sur Moselle TV, vous allez assister à une version courte de l'entretien. Si vous nous regardez en replay, sortez tout de suite le popcorn. On part sur une version longue. C'est parti. Bonjour Laura, merci de prendre le temps de m'accorder cette interview. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était au mois de mai, je crois, dans un Dragon Mag. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Comment ça va? Bonjour, moi ça me fait plaisir aussi de te revoir. Ça va bien. Il s'est passé, comme tu dis, beaucoup de choses depuis la dernière fois. J'ai vécu, j'ai l'impression, 3 vies depuis, mais ça va très bien. Forcément, le mariage, la naissance des enfants, c'est l'année où tout change un petit peu pour toi. Comment tu t'y fais à tout ça? Comment tu te fais à ces changements, à ces grandes nouvelles dans ta vie de femme et forcément qui impactent aussi ta vie de sportive? Je m'y fais pas encore. J'ai encore beaucoup de mal déjà à me dire que je suis mariée, que j'ai changé de nom, vu que je ne l'ai pas encore trop utilisé, mon nouveau nom. Je n'ai pas encore totalement le réflexe de le dire tout le temps, mais très contente d'avoir franchi ce cap et de changer de nom et d'être une nouvelle joueuse à mon retour. Et forcément, l'arrivée de nos jumeaux, ça a complètement bouleversé notre vie. C'est pas facile, mais on essaye de prendre nos marques et de faire de notre mieux au quotidien. Forcément, l'arrivée d'enfants, ça bouleverse un petit peu, surtout quand on a un quotidien de sportif qui est peut-être un petit peu calé, les entraînements, le repos, les déplacements et compagnie. Là, forcément, c'est le rythme des enfants avant tout. Ça change, non? Ah oui, c'est sûr, quand on a l'habitude de vivre au rythme des entraînements, là, on vit au rythme des biberons. On essaye de se reposer comme on peut. On se rend compte que finalement, le sommeil, c'est important pour tout le monde, mais particulièrement, je pense, pour des sportifs de haut niveau. Je sens que tout est plus compliqué avec des nuits hachées. Forcément. Mais le hand, la compétition dans tout ça, ça te manque pas un petit peu quand même? Si, forcément, mais la vérité, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le temps de trop y penser. Vraiment, je passe mes journées à m'occuper des enfants, à gérer tout ce qu'il faut, à réfléchir à comment faire au mieux pour gérer des jumeaux. Mais plus je passe par les entraînements depuis quelques temps,
plus je me dis ouais, j'ai quand même hâte de retrouver la compétition. Il y a un truc qui m'a marqué en début de saison, alors c'est peut-être, tu me diras, c'est peut-être mon côté romantique, c'est peut-être moi qui ai ce truc-là, mais tu as participé à la séance photo de l'équipe avec un maillot forcément un petit peu tendu à ce moment-là. J'ai toujours l'impression, quand je vois ces photos de handballeuses qui sont enceintes et qui font la photo d'équipe et compagnie, que c'est un peu la femme qui rencontre la sportive aussi, qui a un petit peu ce côté croisé des mondes. Comment est-ce que tu as vécu ce moment, toi? Oui, c'est vrai. Bon, alors, quand j'ai mis mon maillot et qu'il était tendu, j'étais pas hyper fière hein, quand même. Mais bon, je savais que c'était pour la bonne cause. Et bon, j'avais demandé une taille au-dessus quand même, parce que vraiment, dans la taille officielle, je rentrais vraiment plus dedans. C'était pas possible. Mais non, c'est toujours une fierté. Et puis, c'est des bons souvenirs d'avoir ces photos où ben, j'ai les petits dans le ventre. C'est des beaux souvenirs pour moi. C'est une jolie entrée dans le monde du sport pour eux, qui auront peut-être l'occasion de le découvrir un petit peu plus tard. Chaque chose en son temps. Mais il y a le temps, Avant qu'il court partout, on a encore un peu de temps. Le sport, tu n'as pas forcément décroché. On t'a vu à tous les matchs à domicile ici aux arènes avec un regard attentif depuis le bord de terrain. Comment est-ce que tu te sens dans ce rôle d'observatrice finalement, de ne pas pouvoir avoir un impact sur le jeu, mais d'être présente auprès de l'équipe? Ben, pendant tout le temps de la grossesse, ça va, ça a été. Mais c'est vrai que depuis que j'ai accouché, les matchs que j'ai vécus, je les ai vécus un peu à demi-teinte parce que on emmène les petits au match. On a la chance d'avoir une petite salle où on peut essayer de les faire dormir. Malheureusement, il n'y a pas encore la garderie, mais on n'est pas loin. Mais du coup, souvent, j'ai eu l'occasion de voir qu'une mi-temps parce qu'il y a une mi-temps où je devais donner un biberon et gérer parce que soit ils pleuraient, soit ils n'arrivaient pas à s'endormir. Donc à deux, forcément, avec deux bébés, on est obligé d'être deux. C'est ça l'inconvénient, c'est que tout seul, c'est très compliqué de gérer. Donc voilà, j'essayais d'être au plus proche des filles et du club, mais c'est vrai que voilà, j'étais toujours un peu en demi-teinte. J'ai pas vu tous les matchs au complet. Si tu veux, on peut dire aux supporters dans les arènes de faire moins de bruit et de chanter des berceuses peut-être à la place des chants de supporters. Ouais, parce que les casques, ils les aiment pas trop, du coup c'est compliqué de les amener dans la salle. C'est normal. Quel est justement le lien que tu gardes avec le collectif? C'est pas évident de garder un lien vraiment fort, alors que les filles partent en déplacement à droite à gauche. Il y a aussi les joueuses qui sont arrivées cet été où il n'y a pas de vécu commun pour créer du lien. Malgré tout, tu fais partie de l'équipe. Oui, en vrai, j'ai réussi à partager pas mal de moments avec elle, particulièrement ces derniers temps parce que je reviens en muscu de façon collective. Alors, je n'ai pas exactement les mêmes séances qu'elle, même si maintenant, je commence à avoir des bouts de séances identiques avec elle. Donc ça, c'est cool. J'ai l'impression que ça y est, je mets un pas vers mon retour, même si on en est encore loin. Mais du coup, je repartage des créneaux commun avec elle et ça me fait du bien. Après, j'ai la chance, avec les nouvelles qui sont arrivées cet été, très vite, on a accroché sur les peu de temps où on a pu se voir, aussi parce que je pense le fait d'être enceinte, ça attire aussi. Donc, elles demandaient de mes nouvelles régulièrement et c'est vrai qu'elles ont toutes été hyper adorables avec moi. C'est quoi ton regard sur la saison de Metz Handball jusqu'ici? Comment est-ce que tu analyses cette saison qui est en train de se dérouler? Elles font un bon début de saison. Oui, on peut parler de la défaite contre Győr enchaînée par la défaite contre Brest. Mais Andry n'a pas fait de cadeau là. Voilà, effectivement, c'est pas facile d'enchaîner en plus deux défaites. Mais je veux dire, on est bien sur toutes les compétitions. On a le quart de finale de la Coupe de France qui arrive dans quelques semaines. La défaite contre Brest, oui, j'en suis pas contente. Je l'ai regardée, j'étais à fond derrière mon écran. Mais à un moment donné, oui, ça met en difficulté pour le titre, mais à aucun moment la saison elle est figée à ce moment-là et tout est encore à faire. Emmanuel Menel le rappelle souvent, c'est la mi-temps du match finalement et une mi-temps à -4, ça arrive et on peut toujours remonter dans la deuxième partie. On sent que les filles sont plutôt bien relevées aussi de ces deux défaites. Il y a eu des matchs ensuite, alors peut-être pas avec une opposition aussi relevée, mais on a senti des marques de caractère quand même dans le collectif. Oui, c'est sûr. De toute façon, on a toute une fierté dans l'équipe. Je connais suffisamment les filles pour savoir qu'il n'y en a aucune qui a accepté en plus cette double défaite d'affilée. Et je sais qu'elles sont toutes remises en question pour retourner travailler et à fond pour la suite de la saison. Qu'est-ce que tu penses de la gestion de ton poste cette saison? Le club a fait le choix de prendre une seule arrière droite pour la saison, Anna Albeck, et de compenser avec les demi-centres qui viennent prêter main forte sur le poste. Comment est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses de cette organisation? Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des droitières qui jouent très très bien à droite. Je pense que
pour moi, c'est un bon choix aussi d'avoir fait comme ça. L'année dernière déjà, certaines droitières jouaient à droite et assumaient très bien ce poste. Je pense à Léna qui finalement a... Elle est rodée maintenant. Voilà, elle maîtrise ce poste. Hein. Franchement, on lui met la balle dans la main gauche, c'est presque pareil. Quoi. Enfin, vraiment, elle maîtrise totalement ce poste-là. Je pense que ça permet plus de rotation. Et puis, mine de rien, quand on défend face à une gauchère, puis derrière face à une droitière, c'est pas forcément évident de changer parce que forcément, une gauchère et une droitière ne jouent pas du tout de la même façon. Et pour le coup, Anna et Léna ont des jeux, pour ne parler que de Léna, ont des jeux totalement différents. Oui, ça peut permettre de tendre des petit pièges aussi aux adversaires qui ne sont pas tout à fait préparés à ce changement-là. Exactement. Est-ce qu'il y a un match où tu étais en tribune ou devant ta télé où tu te dis j'aimerais bien être sur le terrain, là ça démange un petit peu et tu as cette envie quand même d'y aller? Bah oui, forcément. Après, je suis aussi consciente qu'aujourd'hui, j'apporterai pas grand-chose à l'équipe. Ça n'enlève rien à l'envie d'y aller. Oui, exactement. Mais oui, forcément, j'ai une âme de compétitrice. Il y a plusieurs matchs où je me suis dit, putain, ça me manque quand même un peu. Et puis, d'un coup, j'entends pleurer, je me dis, oh, j'ai le temps, ça viendra quand ça viendra, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai aussi besoin et envie de profiter de mes enfants. C'est quand même quelque chose j'ai accouché il y a 3 mois, j'ai envie de rien perdre de moments que je peux savourer avec eux. Je repartirai en déplacement bien assez tôt. C'est certain, c'est certain. Bon, ce retour vers les terrains, il va se faire progressivement. Tu le disais tout à l'heure, tu as repris l'entraînement physique notamment. On a vu sur les réseaux ton petit setup à domicile aussi. On a aussi vu certaines choses que tu as pu faire ici en salle de muscu des arènes. Comment ça se passe de ce côté-là? Ça se passe bien, je franchis correctement les étapes. Après, ce qui est des fois frustrant, c'est que quand on a l'habitude de faire du sport, j'avais un certain niveau il y a 1 an et de me dire que je dois reprendre quasiment à zéro, c'est parfois très frustrant. Je me dis mais ça, je le maîtrisais, pourquoi aujourd'hui, j'y arrive même plus à le faire. Des choses qui pour moi me paraissaient faciles avant, aujourd'hui c'est une montagne. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à franchir ces étapes-là, psychologiquement c'était compliqué de voir où j'étais tombée entre guillemets. Mais maintenant voilà, j'ai repris un peu plus, je retrouve un minimum syndical et ça va beaucoup mieux, mais j'ai hâte et j'ai envie d'aller plus vite, mais je sais que ça ne serait pas raisonnable parce que ce que mon corps a subi ces derniers mois, il faut laisser le temps de se refaire. Il faut se rendre compte de ça. Les gens ont peut-être en tête aussi l'exemple de Chloé qui est revenue assez rapidement, qui a mis les bouchées doubles et qui a pu le faire. Vous n'êtes pas dans une situation similaire. Toi, tu as eu des jumeaux, forcément, ça prend du temps. Le corps doit s'adapter à tout ça. Et puis, tu l'as dit aussi, le rythme à la maison n'est pas exactement le même non plus. Mais j'ai le sentiment qu'à Metz Handball, il y a quand même un accompagnement de qualité autour de ça. On a mobilisé un petit peu du monde, en tout cas des bonnes volontés pour essayer de faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions. Oui, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer de grossesse. Et j'admire Chloé, tout ce qu'elle a fait. Forcément, on s'est beaucoup parlé de tout ce qu'on ressentait. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Mais j'étais tellement fière quand je l'ai vue retourner sur les terrains. Je me suis dit, wow, franchement, elle est impressionnante. Elle a tout donné pour revenir à cette vitesse. Elle a franchi les étapes de façon merveilleuse. Franchement, je l'admire pour tout ce qu'elle a fait ces derniers mois. On est très bien accompagnés à Metz. Franchement, j'ai été admirative du travail que le club a fait, que ce soit en termes de kiné, le suivi kiné avec Alice qu'on a eu, que j'ai eu, je vais parler que de moi, mais que j'ai eu encore maintenant, c'est juste incroyable. Elle m'a suivi de mes 3 mois de grossesse à encore maintenant et c'est juste incroyable. Sam, ce qu'il est capable de faire, il nous a accompagnés d'une façon merveilleuse, adaptée tout le temps. Et je revois pendant la grossesse les fois où j'arrive à l'entraînement et je lui dis honnêtement, j'ai l'impression que je peux rien faire. Et il m'a dit, est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Je dis, oui, mais j'ai la sensation que mon corps me laissera rien faire. Et il a adapté les séances. Aujourd'hui, il m'écoute aussi. On franchit les étapes, mais on sait aussi que il y a un jour où mon corps il va très bien et le lendemain, peut-être que je peux avoir quelques douleurs parce que mon corps réapprend à fonctionner en tant que sportive et c'est pas forcément évident, mais vraiment, je suis très très bien accompagnée et ça me fait vraiment plaisir. Justement, Samuel Breton, on l'avait reçu dans Dragon Mag au mois de novembre et il nous disait que c'était un peu un challenge aussi pour lui d'accompagner des sportifs, des femmes dans leur grossesse et dans l'après-grossesse, le retour au plus haut niveau, parce que c'est des choses qu'il n'a pas pu appréhender jusqu'à aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la recherche et dans la théorie, mais aussi
aussi dans la pratique autour de tout ça, il doit jouer un rôle prépondérant quand même dans ce retour vers le sport. Oui, c'est sûr. Il m'envoyait en plus plein de podcasts comme quoi il suivait des trucs pour justement essayer de nous accompagner au mieux. Et franchement, jusqu'à maintenant, il n'y a rien à redire. Il a été incroyable et il l'est encore maintenant. Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour ton retour? Alors, je sais que c'est facile de se fixer des objectifs. Maintenant, la réalité vient souvent se mettre en travers. Mais est-ce que tu t'es dit, à ce moment-là, je veux être de retour sur le terrain avec les filles? Oui, je m'étais fixé des objectifs. Malheureusement, ils seront pas tenus. La réalité m'a vite rattrapée. Et en fait, ces objectifs-là, je me les ai fixés quand j'avais pas encore accouché. Donc, j'en étais loin de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Moi, j'imaginais que mes enfants allaient faire leur nuit au bout d'un mois, tout ça, ce qui n'est On s'imagine des superbes choses avant de les avoir. Absolument pas le cas. Je ne dors toujours pas, donc c'est très compliqué. Et forcément, quand on commence à augmenter le rythme à l'entraînement et qu'on ne récupère pas parce qu'on ne dort pas, on revoit ses objectifs un peu à la baisse. Donc j'ai dû accepter de ne pas être de retour quand je le souhaitais. Et aujourd'hui, je me fixe plus rien. Je vis un peu semaine après semaine et voilà, on fait des points d'étape sur des moments clés, sur les moments où j'ai pu reprendre la course, voilà, recharger un peu plus en muscu. Mais j'espère continuer à avancer de la même manière parce que jusqu'à maintenant, j'ai bien franchi les étapes et j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, finalement, on ne revient pas forcément quand on le choisit, mais quand le corps est OK pour organiser ce retour. J'imagine que dans un coin de ta tête, il y a aussi peut-être l'équipe de France sur le moyen, en tout cas moyen-long terme, de retrouver cette équipe de France que tu as dû suivre aussi à la télévision cet hiver. Oui, c'est sûr. Ça aussi, c'est dans un coin de ma tête. En plus, forcément, le stage de mars étant à Metz, j'aurais adoré y participer. Maintenant, voilà, on est dans la première semaine de février. Il ne reste plus beaucoup de temps et j'ai dû m'enlever un peu ce stage de la tête. Mais c'est vrai que quand j'avais vu à l'époque qu'il tombait à Metz, je me suis dit waouh. Les étoiles s'alignent, mais pas tout à fait. Mais pas tout à fait, effectivement. Pour moi, jouer mon premier match de retour, mon premier match en tant que Laura Schneider avec le maillot de l'équipe de France à Metz, pour moi, ça avait une saveur particulière. Et le fait de me dire que je ne vais pas pouvoir, c'était dur à accepter, mais je crois que c'est aussi le plus raisonnable. Et je ne doute pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte de te revoir avec le maillot sur le dos, avec écrit Schneider dans le dos pour la première fois, c'est certain aussi. Chaque chose en son temps. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour ce retour progressif à la compétition et tous ces entraînements qui t'attendent. Et puis on te retrouvera sur les terrains très bientôt. Merci beaucoup. Et c'est sur cet entretien avec Laura Schneider que se termine notre émission du jour. Je remercie encore une fois Maxime et Arthur qui ont partagé le plateau avec moi. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain avec une nouvelle invitée en plateau ou peut-être d'ici là aux arènes de Metz. À la semaine prochaine.